Bonsoir. Le Togo est en plein processus électoral. La campagne électorale devrait justement commencer hier jeudi, mais reportée. Mais l'actualité reste propice à la sensibilisation sur la paix, la réconciliation, l'unité et donc à des élections apaisées. Et ce soir, au cœur de la nation, on reste dans cette dynamique avec notre invité, le seul d'ailleurs ce soir. Il s'agit de Dr Evalo Wiao. Il est le premier rapporteur du HCROUN au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale et également auteur. Dr Wiao, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Alors, docteur, tout à l'heure, je disais donc que vous êtes sur ce plateau en tant que premier rapporteur du HCROUN, mais également auteur. Parce que mercredi dernier, justement, vous avez dédicacé votre nouvel ouvrage donc intitulé Togo, reconnaissance des violations des droits humains et nouvelle dynamique de réconciliation de l'unité nationale de 2005 à 2021. D'abord, félicitations, docteur. Merci beaucoup. Merci pour la félicitation. D'accord. Alors, docteur, c'était mercredi donc qu'a eu lieu à l'auditorium de l'Université de Lomé la cérémonie de présentation publique de l'ouvrage. Nous allons redécouvrir peut-être l'ouvrage à travers le reportage qui a été fait et nous revenons sur ce plateau. Nos aspirations en ces années-là, c'était de quitter le système de parti unique pour arriver à un système que nous appelions l'état de droit, la démocratie. Cette action à visage découvert qui a débouché sur ce qu'on appelle les événements des années 90. Un devoir de mémoire. C'est un témoin qui remonte dans le temps. Il se souvient comme si c'était hier de ces troubles sociopolitiques qui ont marqué le Togo. Cette invitation sans contrainte à la barre n'est pas anodine, il cadre bien avec l'événement. Bienvenue à la cérémonie de dédicace de Dr Evalo Wiao. Togo, reconnaissance des violations des droits humains et nouvelle dynamique de réconciliation et d'unité nationale 2005-2021, un ouvrage très révélateur de plus de 250 pages dans le processus de réparation des victimes consécutives aux violences politiques. Il était question dans l'ouvrage d'essayer de voir quel est le processus qui a amené à la reconnaissance des droits de l'homme. Quelles sont les institutions qui ont été mises en place par la classe politique nationale sous la direction du chef de l'État pour que nous arrivions donc à reconnaître effectivement que les droits de l'homme des Togolais ont été violés. Un, de deux, qu'il faut faire quelque chose pour pouvoir réparer ces torts que les Togolais ont subi. La reconnaissance des violations des droits humains au lendemain des élections de 2005, la création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, du Haut Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, le Togo a fait du chemin. L'ouvrage séduit. C'est un ouvrage d'histoire qui aide le Togolais à avoir une mémoire claire de son histoire récente, parce que sans la mémoire, personne ne peut envisager l'avenir. Wiao rêve d'un Togo réconcilié. C'est ça son problème. Il le vit, il le cultive et il le recherche. Cet ouvrage explique en termes clairs les grands choix opérés par la classe politique nationale dans l'instauration de la justice transitionnelle au Togo. Je vous exhorte à le lire afin de comprendre les approches adoptées par le contexte togolais pour l'implémentation des piliers de la justice transitionnelle. Dr Evalo Wiao, premier rapporteur du HCROUN, n'est pas à son premier essai. Il est également l'auteur des ouvrages 13 janvier 1963, 13 janvier 1967, Pourquoi et de Sur les traces du soldat Gnassingbé Yadima, 1953-1962.
Alors, docteur, une fois encore, félicitations. Merci beaucoup. Et d'entrée de jeu et en couverture, justement, de l'ouvrage, on voit les images de plusieurs leaders politiques de notre pays, leaders politiques et religieux, et qui sont autour du chef de l'État, Faure Gnagna Zingué. Alors, quel est le message? Quel message vous voulez envoyer aux Togolais à travers ces images-là sur la couverture? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, vous me permettrez quand même de remercier tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cet ouvrage. Je pense particulièrement d'abord à ma famille, à mon épouse, parce que chaque week-end, je l'abandonne pour être au boulot, pour travailler. Je pense également à la présidente du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, Mme Amanna Daboya, sous laquelle je travaille, et donc avec l'onction de laquelle je suis arrivé ce soir, pour, avec les deux casquettes, en tant que chercheur et premier rapporteur du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Je salue au passage les grands hommes que j'ai eu à rencontrer, parce que pour nous les historiens, la collecte des sources ne se limite pas seulement donc, aux sources écrites. Lorsque c'est possible et les acteurs sont vivants, il serait très intéressant que vous ayez les sources orales. Et dans ce cadre, j'ai eu à contacter certains grands hommes de ce pays. D'autres ne vivent pas, paix à leurs âmes. Et je pense au Premier ministre Edem Koyo, que nous avons rencontré. Je pense également au Premier ministre Yavi Abouibor, que nous avons rencontré lors de ces travaux. Je les remercie, je félicite tout ce qu'ils m'ont apporté comme contribution. Et je salue tous les témoins de l'histoire du Togo, puisque j'ai rencontré le président de l'UFC, le président, tous les grands hommes, n'est-ce pas, et de ce pays, disons l'essentiel des grands hommes qui animent la vie politique. J'ai pu les rencontrer dans le cadre justement de cet ouvrage. C'est l'occasion pour moi de les remercier pour m'avoir offert l'opportunité d'apprendre chez eux et de retranscrire ça dans l'ouvrage que je viens de rendre public le mercredi passé. Docteur, il y avait également des politiques et des religieux. Il y avait des hommes religieux aussi. Ceci étant pour revenir donc sur votre question qui me permettra également, vous avez bien fait de me poser la question des hommes religieux. Le titre, j'étais tenté au début, en faisant la couverture, en concevant la couverture, d'utiliser les images, par exemple, des droits de l'homme, conventionnellement admises, notamment les images des Nations Unies, etc. Mais, entre-temps, je me suis dit non, mais puisque je parle des hommes du Togo, pourquoi ne pas? Alors, les vrais acteurs du Togo, pourquoi vais-je utiliser des images qui sont quelque peu étrangères à la population togolaise? Il me semblait plus intéressant de coller à la réalité en utilisant donc les images des principaux acteurs, une manière de rendre hommage au travail qu'ils ont accompli aux côtés du chef de l'État, qui est l'initiateur du processus que j'ai essayé de visiter en tant qu'historien dans l'ouvrage. Voilà, donc vous verrez qu'il y a des religieux, effectivement, et chacun a joué un rôle important. Si vous voyez, il y a Monseigneur Agnour Dossé, il y figure en tant que président de la commission de réhabilitation, de réflexion pour la réhabilitation de l'histoire du Togo, qui a été mise en place en 2005 par le chef de l'État. Vous avez Monseigneur Barika, d'ailleurs, qui a préfacé l'ouvrage, et donc qui était président de la CVJR. Vous avez l'imam Kassem, qui était membre de la CVJR
et d'ailleurs que j'ai rencontré lors d'une recherche relative à la problématique de la réconciliation nationale au moment où il était vivant, paix à son âme. Vous avez, par exemple, Gilles Christ-Olympio, le leader de l'UFC, qui figure parce que, quoi qu'on dise, le chef de l'État, bien que porteur de ce processus, ne pouvait pas seul, n'est-ce pas? Il faut avoir des gens, des Togolais, même s'ils sont politiquement contre son programme de politique, que sur la question de la réconciliation nationale, qui puissent l'accompagner. Et donc, ces grands hommes ont fait ce qu'ils pouvaient et l'ont accompagné. Et vous verrez qu'au cours donc, de ce débat, enfin de cette discussion, je vous ferai voir certains aspects de leur contribution qui vous permettront de mesurer ce qu'ils ont pu faire aux côtés du chef de l'État dans ce processus de réconciliation enclenché au lendemain des élections de 2005. Donc, disons que cette image-là illustre parfaitement le processus de réconciliation. Cette image illustre parfaitement le processus de réconciliation et les acteurs qui l'ont animé. Tout à fait. Alors, docteur, pouvez-vous nous dire, disons en quelques mots, des faits historiques justement qui attestent de la reconnaissance des violences des droits de l'homme au cœur disons, du nouvel élan de réconciliation enclenché depuis 2005. Oui, c'est vrai. Dans l'ouvrage qui a été, donc, que j'ai rendu public la fois passée, j'ai dans un premier temps évoqué ce que j'ai appelé les signes avant-coureurs de la reconnaissance des violations des droits de l'homme, qui font, disons, le chapitre 1 de l'ouvrage. Les signes avant-coureurs, c'est-à-dire, ce sont, n'est-ce pas, les éléments annonciateurs qui annoncent effectivement que le régime en place, le nouveau régime qui est issu des élections de 2005, faisait de la reconnaissance des violations des droits humains un pilier fondamental de sa politique intérieure, notamment en lien avec la réconciliation nationale. Alors, l'un des premiers éléments, on l'a souligné maintenant, tout de suite, c'est la mise en place de la commission de réflexion pour la réhabilitation de l'histoire du Togo. Pourquoi cela? Parce que pendant les combats politiques qui ont jalonné donc, notre pays, on a constaté, et on le constate d'ailleurs, que la mémoire du Togo est une mémoire parfois un peu conflictuelle, donc, et source donc, de conflits. Et le chef de l'État, dès son arrivée au pouvoir en 2005, a aperçu cet aspect conflictuel de notre histoire. Conflictuel pourquoi? Parce que les hommes politiques ont eu à la manipuler à leur guise. Tous les hommes politiques, sans exception, et je le dis en tant qu'historien, Sylvanus Olympio a manipulé la mémoire du Togo, et Adama l'a manipulé également, y compris Grunski, tous, ils l'ont manipulé, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que la manipulation de la mémoire, c'est de vider un fait historique de sa substance pour atteindre des objectifs politiques qui sont partisans. Or, lorsqu'on déforme la mémoire d'un pays, il faut dire qu'on est en train, dans une certaine mesure, de blesser la mémoire collective et donc de blesser ce qui constitue l'identité du peuple et donc ce qui peut amener le peuple à se sentir comme partageant les mêmes valeurs. D'accord? Donc, de ce point de vue, il fallait trouver un mécanisme pour relire cette histoire et voir dans quelle mesure les personnes qui ont été oubliées, qui ont fait beaucoup de choses pour l'évolution de notre pays et dont les noms sont tombés dans l'oubli, voir dans quelle mesure on pouvait les honorer. D'accord? Et c'est dans ce cadre que cette commission a été... Et donc, la mise en place de cette commission, c'est de voir dans quelle mesure notre mémoire a été violée. Parce que quand on parle de violation, la violation ne concerne pas seulement les droits économiques et sociaux ou politiques, mais la mémoire aussi peut être violée. D'accord? OK.
Et je pourrais vous multiplier des exemples. Je vous donne un premier exemple. En 1961, si j'ai bonne mémoire, un décret a été pris par le président Sylvanus Olympio qui a mué le monument de l'accession du Togo à l'indépendance au monument aux morts. Ce qui n'était pas vraiment du goût de ses adversaires politiques, notamment les Meachi, Antoine Meachi, les Nicolas Gronowski, qui ne comprenaient pas comment on peut occulter ce qui symbolise, eux, ce qu'ils ont fait comme combat, puisque la cession du pays à l'autonomie était une étape importante de notre évolution vers l'indépendance complète. Pourquoi muer le monument en monument aux morts? Voilà. Donc, et ça a été des sources de conflit avec son opposition. Sous le président Yadema aussi, la mémoire a été aussi quelque peu, la mémoire du Togo a été aussi blessée. Je prends des exemples sous le parti unique, surtout pendant au moment où le parti s'est transformé en parti État. Notre hymne national a été abandonné au profit de l'hymne du Rassemblement du peuple togolais à l'époque. On a tordu le cou un peu à la mémoire du pays. Puis quand même, l'hymne national, il y a beaucoup de Togolais qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi on peut changer l'hymne national. Donc, conséquence, il y a certaines personnes qui se réclamaient de cet hymne qui était devenu très virulent en termes d'opposition au régime du président Yadema. Donc, c'est des exemples que je vous donne pour vous montrer comment la mémoire du Togo a été quelque peu blessée. Donc, il fallait essayer de la revisiter. C'est pourquoi même dans la commission, il y avait les historiens. Je prends le cas de Gaïbor, mon maître, qui m'a enseigné à l'université, qui était membre de cette commission et de plusieurs grands hommes. Gilles Olympio aussi était même de cette commission. D'accord? Alors, ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, pour la reconnaissance des violations des droits humains, c'est la mise en place de la commission spéciale d'enquête indépendante pour enquêter sur les violations des droits de l'homme qui ont eu lieu après le décès du président Yadema en février 2011 et en février 2005. D'accord? Et donc, cette commission a travaillé, et c'est d'ailleurs cette commission qui a pu donner à peu près, évaluer à peu près l'importance des dégâts matériels occasionnés avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2005. C'est aussi cette commission qui a pu aussi évaluer le nombre de pertes en vies humaines, le nombre de blessés, etc., etc. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouveau pouvoir qui venait d'être installé voulait que la lumière soit faite sur ces violations des droits humains. Parce que le président de la République nouvellement élu ne comprenait pas la montée subite de ces violences qui se sont emparées du pays et avait voulu comprendre. Et pour pouvoir comprendre, il a mis en place cette commission. Comprendre, donc, veut dire essayer de comprendre, de faire la lumière, mais aussi, n'est-ce pas, envisager des réponses en termes de réparation plus tard. Après cela, il y a eu d'autres faits significatifs, tels que les consultations nationales qui ont été mises en place, et plus tard, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation qui a été installée. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur. Alors, vous soutenez dans votre ouvrage que la reconnaissance des violations aux droits humains fait appel aux réparations, mais également aux réformes politiques, constitutionnelles, institutionnelles, administratives et sociales. Alors, quel bilan faites-vous justement des réformes entreprises depuis 2005 en vue de favoriser la réconciliation? Je crois que c'est un vaste... Ça seul même pouvait... faire objet d'émission. Voilà, de l'émission. Je vais me limiter à quelques exemples. Oui. Voilà. Par exemple, avant 2005, il n'y avait pas la Cour des comptes. Tout à fait. La Cour des comptes n'existait pas. La Cour des comptes a été créée sur la base des recommandations des différents mécanismes qui ont été mis en place par le chef de l'État. D'accord?
Ça, c'est un exemple. Ça, c'est ce côté institutionnel. Si vous prenez, par exemple, la justice, hormis les conditions de vie et de travail du personnel de la justice qui ont connu une véritable amélioration en termes d'augmentation de salaire. Je ne suis pas là-bas, mais je connais puisque j'ai les documents qui le prouvent. Leurs salaires donc, ont été augmentés, leur cadre de travail amélioré, d'accord? Il y a cela, mais il y a aussi, par exemple, le nouveau code de l'organisation judiciaire, qui est un important outil de travail qui a en quelque sorte, qui va révolutionner notre système judiciaire. D'accord? En dehors de la justice, ça c'est institutionnel, en dehors de la justice, quand vous prenez par exemple d'autres réformes, je prends certains secteurs. Oui. Sur la question de l'impunité, par exemple, l'impunité économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, le travail de la haute autorité de lutte contre la corruption, APLUSIA, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, beaucoup de personnes ne lisent pas pour comprendre la mission confiée à cette institution, mais critique. Les gens disent que non, que APLUSIA fait seulement la sensibilisation et n'arrête pas les gens. Voilà, la vocation d'APLUSIA n'est pas d'aller arrêter les gens. Le rôle d'APLUSIA n'est pas d'aller arrêter les détourneurs de fonds. Les gens ne lisent pas. On dit de sensibiliser pour prévenir. Et donc, c'est ce que APLUSIA fait. Voyez-vous, des réformes ont été demandées aussi par rapport, n'est-ce pas, à la déclaration des biens et avoirs. Et pour cela, on a encore donné des attributions aux médiateurs de la République pour recevoir la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités qui exercent les charges publiques. Est-ce que vous voyez? Pour les réformes politiques, par exemple, aujourd'hui, s'il y a les élections, la diaspora togolaise vote. Oui. Avant, elle ne votait pas. Avant, elle n'avait pas la possibilité de voter. Et pour qu'elle vote, il a fallu des réformes au niveau de la loi électorale. D'accord? Donc, il y a beaucoup de réformes. Maintenant, sur le plan administratif ou sur le plan social, je vais m'intéresser surtout, par exemple, à la question de redistribution des richesses. Il faut que nous apprenions à lire l'action de nos gouvernants. Il faut qu'on lise. Apparemment, au Togo, ici, nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas. Et on s'intéresse beaucoup plus au TikTok. Et puis, peut-être aux commentaires. Il faut lire. Il y a les textes qui sont là. Parlons de la redistribution des richesses. Je vous donne un exemple. Depuis 2011, l'INAMA a été créé. Depuis que l'INAMA a été créé, avec les mécanismes pour aider les assujettis, enfin, certains compatriotes, notamment les fonctionnaires, à se, n'est-ce pas, prendre en charge en cas de maladie. Mais les fonctionnaires sont beaucoup soulagés. C'est un mécanisme de redistribution de la richesse nationale. C'est vrai qu'on ne prend pas l'argent pour distribuer aux Togolais, mais c'est une manière de redistribuer la richesse nationale. Et puis prenons d'autres mécanismes comme l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti ou du salaire minimum agricole garanti, le SMAG. Mais en 15 ans, je crois, ou 16 ans, il a été relevé 2 fois de suite. Je crois en 2010, il est allé de 13 000 à 28 000, et aujourd'hui, il semble qu'il est allé à 52 000, quelque chose comme ça. Ça, c'est quoi? Tous les économistes vous diront que l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti ou du salaire minimum agricole garanti est un mécanisme très intéressant de redistribution de la richesse nationale. Et puis, que dites-vous des filets sociaux? Le Fonds national de la finance inclusive. Les gens ne lisent pas.
les gens ne vont pas vers les bénéficiaires pour voir ce que cela produit comme effet. Mais les gens critiquent. Les philosophes sociaux, par exemple, il faut aller dans les écoles où aujourd'hui, l'État a mis en place les cantines scolaires pour voir l'impact positif de ces cantines scolaires. Ça aussi, ça fait partie, n'est-ce pas, des mécanismes de redistribution de la richesse nationale. Mais nous ne lisons pas. L'État n'est pas obligé d'écrire toujours, OK, c'est la redistribution. Non, il y a des mécanismes qui ne disent pas leur nom, mais qui concourent à la redistribution de la richesse nationale. D'accord? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Même sur le plan judiciaire, j'avais oublié le code de les tribunaux militaires qui était créé comme ça sur papier, mais ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, ces tribunaux sont opérationnels. Vrai ou faux? C'est vrai. Voilà, alors. Donc, c'est vrai que tout ça entre dans le cadre de disons, du renforcement de l'état de droit, de la consolidation de l'état de droit. Mais vous convenez avec moi que, comme le dit le proverbe, Rome n'a pas été construit en un seul jour. Nous irons petit à petit. S'il plaît à Dieu, demain nos enfants seront dans un état démocratique très fort. Et je crois que, d'ailleurs, un tel état aussi mérite d'être maintenu parce que même les grandes démocraties, ce n'est pas un acquis. On connaît ce qui s'est passé aux États-Unis lors de l'élection présidentielle passée. Donc, ce n'est pas un acquis. Ce n'est vraiment pas un acquis. Voilà. Alors, docteur, concrètement, nous parlons on a évoqué les violences, la reconnaissance des violences des droits humains. Alors, dites-nous, de quelle violence s'agit-il concrètement dans votre ouvrage? Oui, dans mon ouvrage, en réalité, mon ouvrage, c'est un peu l'étude, mais dans une perspective historique du processus de justice transitionnelle au Togo. Okay. Et donc, je me suis intéressé donc au mandat. Évidemment, il y a eu plusieurs violences, mais il faut choisir une violence sur laquelle l'État doit travailler puisque nous sommes en justice transitionnelle. Et dans l'exemple togolais, après les consultations nationales qui se sont déroulées en mai-juin 2008, les responsables politiques étaient d'accord pour reconnaître que, en temps normal, nous les Togolais, nous n'avons pas de problème les uns avec les autres. Et que la plupart de nos malheurs viennent des questions politiques. Les violences, l'essentiel des violences que nous avons connues dans ce pays et des violations des droits de l'homme que nous avons connues sont d'ordre politique. Et il y en a plein. Ça, on peut même prendre ça comme une émission. Et on ne finira même pas. Le sujet. Donc, on a constaté que c'est ça l'essence. C'est vrai, il y a d'autres violations des droits de l'homme liées à la question de la gestion de la terre, aux fonciers, liées à la question de la gestion de la faune, etc., les problèmes de faune, etc. Bon, ça c'est vrai. Mais le problème le plus récurrent qui amène des violations graves de droits de l'homme et surtout avec mort d'hommes très souvent, c'est les questions politiques. Et donc le Togo a choisi de travailler sur les violences à caractère politique. Voilà, donc dans le contexte togolais, c'est vrai, toutes les violations, l'État, les responsables connaissent à peu près ces violations des droits de plusieurs natures, puisqu'il y a les violations d'ordre économique, il y a les violations d'ordre socio-culturel, etc. Mais l'État togolais a choisi de travailler sur les violences à caractère politique. Voilà. Alors, docteur, à la lumière de ce que vous venez de dire, alors l'on constate que les violences à caractère politique donc ont retenu l'attention de presque tous les acteurs politiques. Alors, l'historien que vous êtes, peut-il évoquer un peu quelques périodes de violence inspirées? Oui, je peux donner quelques exemples rapidement pour aller, puisque c'est vraiment... Nous sommes en 1958. Nous allons aux élections législatives.
tout se passe très bien. Tout à fait. Il n'y avait pas tellement de Il y avait problèmes. pas de problème. On finit l'élection nickel. Le président Sylvanus Olympio, son parti sort vainqueur, sans anicroche, sans bavure. Alors que viennent chercher les violences dont l'opposition a été victime de la part de cette fameuse milice qui était affiliée au parti que dirigeait feu président Sylvanus Olympio, notamment le comité de l'unité togolaise. Je vais parler des Ablovosodia. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Et qu'est-ce que ces violences? Est-ce qu'on avait besoin de violenter encore les gens qui sont déjà défaits dans les urnes? La question est posée. Les violences, ce n'est pas seulement sur Sylvanus Olympio. Après lui, il y a eu d'autres violences. Pendant les événements du 13 janvier, c'est vrai, il faut reconnaître que père à notre président, il est décédé, il est mort, tué lors de cet événement. Jusqu'à aujourd'hui, nous les historiens, nous vous le disons, moi personnellement, en dehors des historiens qui sont des magiciens, nous, on ne sait pas encore, les archives ne nous ont pas encore permis de dire que telle personne qui a tiré sur le président Sylvanus Olympio. Mais sa mort constitue une violation des droits de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Et puis, en plus, dans le sillage du coup d'État de 63, c'est l'historien qui parle. Des ministres ont été gardés des ministres ont été gardés dans des maisons d'arrêt. Ce n'est que quelques moments plus tard que, quand le coup d'État a été consommé, le comité militaire insurrectionnel a constaté que les partisans de Nicolas Grunitzky et d'Antoine Miaki voulaient faire exactement la même chose que les partisans de Sylvanus Olympio avaient fait en 1958. Quand ils ont constaté ça, ils ont fait sortir un communiqué pour dire que toute personne qui va s'en prendre à un autre Togolais en raison de ses convictions politiques sera sévèrement punie. Et c'est comme ça qu'ils ont étouffé dans l'œuf les représailles. D'accord? Si on veut citer d'autres violences, nous en avons connu. Il y a eu, aujourd'hui, certes, le président Gilles-Christ Olympio contribue à la construction de la paix dans notre pays. Mais il n'était pas ainsi par le passé. Bien de tentatives de coup d'État pour disons, contre le régime du président Eyadema était largement, n'est-ce pas, il était impliqué dans plusieurs tentatives. Selon les sources que nous avons, il était impliqué dans plusieurs tentatives de coup d'État. Que ce soit les tentatives de 86, que ce soit les tentatives qui ont été perpétrées pendant les moments démocratiques en 94, en 93. Il y a eu, lors des travaux de la CVJR, des ministres de la transition ont effectivement reconnu qu'ils ont fait, c'est eux qui ont organisé le coup d'État contre le président Eyadema. Il y a eu des violations des droits de l'homme. Pire, à partir des événements du 5 octobre 1990, c'était le comble. On dirait même que c'est la violence qui était devenue le principal moyen d'expression politique. Et je ne vais jamais être quelque part en train de parler de violence sans évoquer les redoutables milices Ekpe-Morgue et Tom Morgue qui ont fait du tort à ce pays, qui ont détruit tout, qui détruisaient tout sur leur passage. Évidemment, les responsables politiques, ils ont toujours nié leur responsabilité. Mais nous, qui sommes les citoyens ordinaires, on sait que derrière les Ekpe-Morgue se trouvaient les responsables de l'opposition et derrière les Tom Morgue se trouvaient les responsables du rassemblement du peuple togolais à l'époque, même s'ils nient leur responsabilité. Il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, toutes ces violences, mais
des gens sont morts, des biens détruits. Mais quand le président Faure a demandé à ce que les gens aillent devant la CBJR, aujourd'hui, on a pu prendre en compte près de 28 000 victimes. Mais Dieu seul sait combien de Togolais n'ont pas pu aller parler. Voilà, donc, c'est une question la question des violences, quand j'aborde ça, ça me révolte. Tout à fait. Voilà, ça me révolte. Pour un oui, j'ai essayé dans l'ouvrage que je viens de publier, j'ai essayé de faire une étude synoptique, une étude de cas de violence. Des femmes ont été violées collectivement par des gens dans des écoles, c'est-à-dire que dans les cours des écoles, tout simplement parce qu'elles étaient des partis, des adversaires politiques. Des maisons ont été complètement rasées. Des forces de l'ordre ont perdu leurs membres inférieurs parce que les milices ont tiré des fusils de chasse et même des fusils d'assaut qu'elles ont volés lors des troubles. Ces milices utilisaient pour tirer sur les forces de l'ordre. Nous avons reçu des militaires, des gendarmes, des policiers, des sapeurs-pompiers qui avaient encore des balles dans leur corps. Qu'est-ce que vous allez dire? Voilà, donc un résumé, c'est un peu triste, mais c'est ça le tableau. C'est ça le tableau. Alors, docteur, à vous entendre, on se rend compte que, justement, les périodes électorales sont souvent coutumes de ces genres de violences, des tensions entre acteurs politiques. Alors, dites-nous, docteur, quels sont les sujets de discorde souvent qui divisent les acteurs politiques? Togo, là même. Si c'est les sujets de discorde, il ne manque pas. Je parle dans une perspective historique en choisissant certains exemples. Nous sommes en 1992. J'avais même entre-temps publié dans une revue, dans la revue de l'Institut régional d'enseignement supérieur, un article en 2014 sur la question du matériel électoral, les querelles autour du matériel électoral. Quand on parle du matériel électoral, il faut y mettre l'encre indélébile, l'encre, les urnes, le bulletin, etc. Vous êtes jeune, mais je crois qu'entre-temps, vous aurez entendu que dans ce pays ici, il y avait un slogan, bulletin unique ou la mort. Oui. Parce que des Togolais voulaient le bulletin unique, alors que d'autres Togolais n'en voulaient pas. D'accord? La question du recensement électoral a toujours divisé aussi la classe politique nationale. En 1992, le RPT avait vent debout parce que, à l'époque, le RPT considérait que le recensement électoral a été fait de façon biaisée et de façon ségrégationniste par le gouvernement en place, le gouvernement de transition. Résultat, les querelles ont conduit au report de la tenue du référendum. Plus grave, le centre de centralisation des résultats du recensement électoral est parti en fumée. Donc, ce n'est pas le sujet de discorde. Même l'encre indélébile a opposé, la question de l'encre a opposé les Togolais. Donc, ce n'est pas les sujets de discorde qui manquent. Il y en a. Il y en a. Et le problème, il ne faut pas craindre qu'il y ait des problèmes, des sujets de discorde. Ce qu'il faut craindre, c'est que la classe politique nationale refuse de s'asseoir pour discuter de ces problèmes de discorde. Parce que nous ne faisons pas une exception. Partout entre les acteurs politiques, puisqu'il s'agit de la conquête du pouvoir, chacun va avec ses intérêts. Il y a toujours ces conflits.
La conquête du pouvoir même interdit parfois dans certains pays, même quand le président de la République fait un bon travail, l'opposant refuse que ce n'est pas bon. Et il est dans sa logique. Vous ne pouvez pas, c'est impossible de lui faire changer d'avis. Donc, c'est pour vous dire que beaucoup de sujets, en tout cas historiquement, ont divisé la classe politique nationale. Alors, docteur, les citoyens, les Togolais se préparent à aller aux urnes. Justement, jeudi, hier, on devait commencer la campagne qui a été reportée donc pour les élections régionales et pour les élections législatives. Alors, vous, en tant que premier rapporteur du Ashkroun, pouvez-vous nous dire ce que vous considérez comme défi lié justement à ces scrutins-là? Non, pour moi, c'est pour le Ashkroun, et si je veux parler en tant que premier rapporteur, je crois que le premier défi, c'est la préservation de la paix sociale. Ça, c'est le défi majeur. Si nous y arrivons à préserver la paix sociale, le climat de paix dont nous jouissons actuellement dans ce pays, si nous arrivons au lendemain de l'élection en perspective, c'est-à-dire des régionales et des législatives en perspective, si nous nous réveillons, comme nous nous étions réveillés en 2007, à l'issue des élections législatives qui étaient organisées, comme en 2013, à l'issue d'autres législatives qui étaient organisées, en 2019, si on se réveille en paix, je crois que ça veut dire que le pari est gagné. Les élections apaisées. Voilà. Évidemment, pour qu'il y ait des élections apaisées, il faut un certain nombre de conditions qui soient réunies. Et je crois que les différents acteurs s'attellent à réunir ces conditions. Et justement, docteur, oui, on voit donc que la préservation de la paix, du climat social apaisé dont jouit le Togo est le vœu ardent justement du Ashkroun. Alors, dans ces conditions, qu'attend justement le Ashkroun de tous les acteurs impliqués? Je veux parler des partis politiques, des mouvements associatifs. Bon. Votre question est pernicieuse. Je ne vais pas enseigner aux partis politiques ce qu'ils doivent faire. Mais le Ashkroun a sensibilisé justement tous ces acteurs. Je préfère dire ce que le Ashkroun peut faire parce que je ne suis pas donneur de leçons. Les politiciens, ils sont tellement intelligents. Mais peut-être leur souffler des idées quand même. Ils connaissent tout et donc je ne vais pas prendre le risque de leur donner des leçons. Quelque chose. Mais il me semble que dans cette phase de préparation des élections, les partis politiques ont le devoir aussi, surtout, le code électoral. Combien de partis politiques essayent d'entretenir leurs militants sur le contenu du code électoral? Les gens ne connaissent rien du code électoral, à tel point que malgré la disposition du code électoral qui dit que pendant, par exemple, la campagne électorale, aucun Togolais n'a droit d'empêcher à un autre Togolais de faire campagne. Vous verrez, il y a des Togolais qui vont se dresser dans un village quelque part pour dire que ici, là, c'est le fief de l'UFC. Ici, là, c'est le fief du CAR. Ici, c'est le fief du UNIR. Je ne veux pas voir un autre parti en dehors de mon parti. Pourtant, le code l'interdit. Combien de militants de partis le savent? Pas beaucoup. Un deuxième exemple. On dit que la campagne électorale, c'est entre, si j'ai bonne mémoire, entre 18h et entre 6h et 18h ou quelque chose comme ça, en tout cas, ou bien 22h de la nuit. En tout cas, il y a un moment déterminé. Oui. Mais au-delà. Voilà. Combien de militants de partis politiques savent qu'il y a des moments où on ne doit pas faire la campagne parce que la loi l'interdit? Et combien de responsables politiques tiennent leurs militants sur ces dispositions? Parce que c'est ça aussi qui est source de tension. D'accord? On veut faire des manifestations. Des partis politiques organisent des manifestations dans le cadre de la campagne électorale.
ils veulent occuper la voie publique. On peut passer sur la voie publique pour aller dans un lieu pour organiser l'élection présidentielle et pour organiser la campagne. Mais on ne peut pas faire la campagne électorale sur la voie publique. Non. Ils sont combien à le savoir? Parfois même, il y a même des camps rivaux qui veulent faire le meeting sur la même rue. Parce que si l'autre l'a fait, moi aussi je veux le faire. Voilà, je veux le faire. Et voilà les tensions qui surgissent. Donc, ces exemples que j'ai donnés, c'est pour vous dire que si c'est le travail des partis politiques en direction de leurs militants, il y en a beaucoup. Le code électoral, peu de militants le connaissent. On ne dit pas de prendre tout le code électoral pour aller distribuer à la population. Il suffit de prendre l'essentiel, n'est-ce pas, des dispositions, expliquer ça en langage simple à la population pour qu'elle sache que ça, c'est interdit. D'accord? Alors, pour le HCON, déjà en 2022, dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022, quand il y a des élections, nous essayons, le HCON essaye de voir dans quelle mesure il peut actionner les mouvements associatifs avec lesquels il travaille pour que ces mouvements fassent des activités en faveur d'un déroulement pacifique des élections. D'accord? Et quand on dit déroulement pacifique des élections, il y a beaucoup de choses aussi à faire. Par exemple, les médias. On en reviendra. Oui. Vous savez, les médias, et ce n'est pas vous qui allez me démentir, la langue d'un journaliste, c'est comme la langue des autres. Elle est capable du meilleur comme du pire. Et nous savons ce que ça a donné comme résultat, les discours tenus par Radomir Colline au Rwanda. Tout à fait. Donc, il va falloir quand même que des activités de sensibilisation soient menées. Oui. Et nous avons des mouvements associatifs dont le principal se trouve être les comités locaux de paix. Ces comités locaux de paix sont installés dans toutes les préfectures. Oui. Et à l'approche des élections comme celle-ci, nous rencontrons ces comités locaux de paix et on les forme sur la gestion, la prévention des conflits, mais également sur ce qu'ils peuvent faire pour apporter une modeste contribution à l'organisation d'élections apaisées. D'accord? Donc, ces CLP mènent des activités diverses. Dans leur formation que nous leur donnons, on fait en sorte que pendant la période préélectorale, ils ne fassent pas la même activité. Par exemple, il y a des CLP actuellement qui sont en train de se préparer pour former les chefs traditionnels sur leur devoir de neutralité vis-à-vis des partis politiques pendant la campagne électorale. Okay. D'accord? Voilà. Parce que le chef de village ou de canton, il doit être capable de recevoir tous les partis politiques qui viennent dans le cadre de la campagne électorale. Ouais. Il n'a pas droit d'afficher ou, n'est-ce pas, d'afficher son appartenance politique. Il doit recevoir tous les partis politiques. Donc, il y a des thématiques comme ça qui vont être abordées par les CLP, qui vont réunir, par exemple, les chefs traditionnels et leur donnent quelques minutes, une heure de formation, 2 heures de formation sur la neutralité qu'ils doivent observer vis-à-vis des partis politiques. Il y a d'autres, par exemple, qui organisent des thématiques avec les jeunes. Puisque vous savez que bien souvent, ce sont les jeunes qui sont porteurs de violence. Parce que c'est les jeunes que les gens utilisent bien souvent pour, n'est-ce pas, pour commettre les violences dans les rues, dans les quartiers, etc. etc. Oui. Eh bien, il va falloir aussi, ces groupes cibles, essayer de les former
sur ce qu'ils doivent faire. Ils ne doivent pas être des vecteurs de violence, mais bien au contraire, participer à faire en sorte que, un, attendre le jour de l'élection et aller voter. Et deux, aller normalement au meeting de son parti politique. Après le meeting, aller dans les causeries débats en lien avec son parti politique. Le jour du vote, aller voter et rentrer chez soi, attendre les résultats. Vous savez, chez nous ici, souvent, ce sont les partis politiques qui proclament les résultats avant même l'institution en charge de la proclamation des résultats. Il faut aussi, les CLP forment les jeunes et certaines pans de la société sur le respect de ces mesures, c'est-à-dire la proclamation des résultats appartient exclusivement aux institutions qui en sont chargées, notamment la CENI et après la CENI, la Cour constitutionnelle, s'il s'agit des législatives dans ce cas, et la Cour suprême, s'il s'agit, voilà, donc. Là donc, c'est des activités qu'ils mènent, qui sont des activités variées pour pouvoir contribuer. Il y a d'autres qui vont faire des affiches, il y a d'autres qui font des affiches, qui font des affiches relatives à la paix. Il y a d'autres qui vont même, qui ont dit qu'ils sont prêts à accepter et aller dans les meetings, à condition que dès qu'ils vont arriver dans le meeting, que le parti qui organise le meeting leur laisse la parole d'abord pour parler de la paix avant qu'ils ne commencent leurs activités. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que le HCOUN entreprend. Et donc, pour le faire, nous nous appuyons sur ces comités locaux de paix qui sont dans toutes les préfectures de notre pays. D'accord. Alors, docteur, très vite, vous nous avez parlé justement de ce que fait le HCOUN. Vous n'allez pas donner des conseils ou des directives, mais est-ce que le HCOUN pourrait au moins donner des recommandations aux différents acteurs impliqués dans le processus durant la période la période électorale et la période la période électorale et la période post-électorale? Bon, okay. Des recommandations. Bon, ok. Quelques recommandations. Oui, oui. Non, je crois que il faudrait, moi, à mon humble avis, je pense que la société civile togolaise, elle n'a qu'à faire tout son possible pour être moins polarisée. Parce que quand une société civile est affiliée à des partis politiques, elle devient inaudible. Or, c'est ce à quoi nous assistons dans notre pays. Vous verrez des partis politiques qui appellent à des manifestations et ils disent qu'ils font avec des gens de la société civile. Alors, il faut qu'on soit clair dans ce que nous faisons. Ou bien nous sommes société civile, ou bien nous sommes partis politiques. Cet amalgame est préjudiciable à l'harmonie sociale. Parce que les organisations de la société civile envoient parfois des messages contradictoires à la population. Ça, c'est la première observation que je voulais faire. Deuxième observation, les partis politiques. Moi, je ne suis pas politicien et je n'ambitionne pas de l'être non plus. Les partis politiques, mais quand même, ils ont un peu, n'ont-ils pas des petits offices où ils ont des programmes? Est-ce que ces programmes, il n'y a pas de chapitres consacrés qu'ils consacrent à la paix? Est-ce qu'il n'y a pas de chapitres qu'ils consacrent aux questions, par exemple, vitales, comme l'impérieuse nécessité de sauvegarder la réconciliation nationale, de sauvegarder la cohésion sociale? N'ont-ils pas ces aspects dans leur programme? Qu'est-ce qu'ils en font en direction de leurs militants? La question à se poser. Vous, les journalistes, mais là, ça,
C'est un autre chapitre. Ça, je crois que c'est le lieu de saluer le travail de la HAC. que fait la HAC pour essayer de vous ramener sur le droit chemin. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui confondent leur statut de journaliste au chef de parti. Ils veulent être des prolongements des partis politiques. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous êtes journaliste. Entre vous et moi, nous savons que le factuel est têtu, le commentaire est gratuit. Vous ne pouvez pas mélanger et le factuel et le commentaire et l'analyse, le commentaire qui implique votre ressenti personnel, etc. Tout ça, non. Et en définitive, vous embrouillez les citoyens que nous sommes parce qu'on ne sait pas le message que vous nous envoyez. Voyez-vous, donc, il faudrait quand même qu'un effort soit fait. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut marquer, il faut une démarcation entre notre job de journaliste et ce que font les partis politiques. D'accord. Je crois que je vais me limiter à ça parce que... À ces quelques recommandations. Voilà, tout à fait. Ne vous inquiétez pas, le message, il est passé. Voilà. Alors, docteur, nous tendons vers la fin de cette émission. Mais au vu de tout ce que nous avons dit, tout ce que vous avez dit sur ce plateau, quelle image du Togo voulez-vous voir au lendemain des scrutins législatifs et régionaux? Vous étiez en quelle classe quand on avait organisé les législatives de 2007? Mais je n'étais pas toute petite, non. Vous étiez à l'université au moins? Pas encore. Hein? Pas encore. Je veux que, à l'issue de l'élection régionale, des élections législatives et régionales prochaines, qu'on se réveille exactement le lendemain, comme on s'était réveillé le lendemain des élections de 2007 et de la présidentielle de 2010. Au passage, je salue une fois encore tous ces grands hommes qui ont œuvré aux côtés du président de la République dans ce processus de réconciliation. Je vous donne un exemple. Les gens font beaucoup pour ce pays, et il faut le dire. Vous prenez par exemple le souci. Tu prends le Rassemblement du peuple togolais et l'UFC, deux partis qui se vouaient, qui se détestaient à fond. Il faut des grands hommes comme J.K. Solumpio et le président Faure et Sosmini Assingbe pour arriver à un gouvernement, à un accord de gouvernement. Aujourd'hui, peut-être J.K. Solumpio, comme il n'a pas le pouvoir d'État, il est incompris de certains de ses partisans. Mais demain, ils comprendront que quand on contribue pour la réconciliation et la construction de l'unité nationale, il n'y a pas meilleure contribution qu'on puisse apporter à l'évolution d'un pays. Et il faut le dire. Il faut le dire. Il a fait un grand pas dans le processus de réconciliation. Et c'est de cela, c'est grâce à ça aussi, en partie grâce à ça qu'aujourd'hui, le climat est apaisé. Et nous croyons que cette paix des braves va continuer dans ce processus qui a été engagé et qui se poursuit. Merci beaucoup, docteur Wiao et Valo, d'être passé sur ce plateau. Nous voyons donc, nous avons compris ce que veut le HCROUN, ce que nous voulons voir au lendemain des législatives et des régionales. Mais, docteur Wiao, avant de vous laisser repartir, si vous avez un mot à l'endroit des Togolais, justement, pour qu'on ressorte de ces élections, que ce soit des élections apaisées. Là, je vais prendre ma langue, ce n'est pas ni l'historien, mais c'est le citoyen ordinaire. Ordinaire. Disons que c'est M. Wiao. On va aux élections, on ne vote pas pour plusieurs personnes. On vote pour un candidat. Quand nous allons pour voter pour un candidat, là, c'est pour lui qu'on vote, d'accord? Je ne vais pas, moi, un jeune, aller participer à une activité violente ou bien des activités qui sont de nature à semer le trouble en ville pour les beaux yeux d'un candidat
à une élection législative ou régionale. Je vote pour lui et je reste à la maison et j'attends le résultat. Point barre. Puisque de toutes les façons, élu ou pas, ce n'est pas lui qui va me nourrir. Il faut que je travaille. Tout à fait. Il faut que les gens le sachent. Les politiciens ne nous nourrissent pas. Les mécaniciens sortent du matin jusqu'au soir, ils travaillent avant de trouver leur pain. Les menuisiers, ils travaillent avant de trouver leur pain. Tout le monde travaille. Les fonctionnaires, vous les fonctionnaires, vous travaillez avant de trouver votre pain. Vous travaillez dans l'administration. L'administration n'appartient pas à un chef d'État. Ça appartient à un pays. D'accord? Donc, je ne vois pas qu'on ait une opinion politique, c'est bien. On ne peut pas ne pas avoir une opinion politique. On ne peut pas ne pas appartenir à un parti politique. On ne peut pas appartenir à un parti politique. Si on veut aussi, on peut ne pas appartenir à un parti politique. Mais on ne peut pas vouloir aller casser au nom d'un parti politique, aller brûler au nom d'un parti politique, aller tuer au nom d'un parti politique. Ça, c'est inadmissible. Nous avons payé un tribut trop lourd. De 1990 à 2005, le Togo a payé un tribut trop lourd. C'est ce que je voulais dire pour conclure en disant, allons voter, revenons attendre. Quand les résultats seront donnés, quel que soit quel que soient les vainqueurs, le Togo ne va pas changer, ne va pas tomber, ou bien le Togo n'a pas disparaître parce que votre candidat n'a pas gagné. Voilà. Merci beaucoup, Dr Evalo Ouiaou. Je rappelle donc que vous êtes premier rapporteur du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun, également auteur de l'ouvrage que vous avez rendu public mercredi dernier, Togo reconnaissance des violations des droits humains et une nouvelle dynamique de réconciliation et d'unité nationale de 2005 à 2021. Merci d'être passé sur... Merci beaucoup, madame, de nous avoir permis de dire un mot d'abord sur l'ouvrage, mais également de dire un mot sur ce que le Ashkroun fait en rapport avec les élections. Le Ashkroun ne pouvant pas descendre dans l'arène politique, nous n'avons rien à voir avec ça, contribue tout de même par plusieurs mécanismes à faire en sorte que les élections puissent se passer dans le calme. Dans le calme. Merci beaucoup, Dr Ouiaou. Et chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le message est clair. Allez aux urnes, allez voter oui, mais dans la paix et surtout dans l'unité. C'est le message qui est transmis par tous les acteurs et également transmis dans cette émission. Et nous croyons également que nous ressortirons de ces élections législatives et régionales plus grandies, mais toujours dans la paix et l'unité. Merci à vous qui nous avez suivis ce soir et nous reviendrons vendredi prochain avec un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.